Mamadou Fadiga, ce nom ne dit certainement rien au commun des Sénégalais. Et pourtant, l'histoire de cet homme se confond avec l'évolution du système éducatif du Sénégal. Artisan des États généraux de l'éducation et de la formation, créateur du célèbre livre Sidi et Rama, Mamadou Fadiga a consacré sa vie à réfléchir sur les voies et moyens d'offrir la bonne éducation aux enfants sénégalais. Une mission qui cadre parfaitement avec la formation d'inspecteur de l'éducation de cet homme qui a vu le jour il y a 82 ans à Thiès. Son cursus scolaire réalisé entre la capitale du rail et de la France, en passant par Saint-Louis et Gorée, son intelligence, son abnégation dans le travail sont d'autant d'atouts qui ont placé ce fils unique sur la trajectoire des grands hommes de ce pays. Directeur de cabinet de Amadou Mokhtar Mbow, puis de Lamine Diack, collaborateur de Émile Badiane, ensuite du Premier ministre Abdou Diouf, Mamadou Fadiga a participé à la mise en place des fondements de ce pays, qu'il a servi à beaucoup de niveaux de responsabilité, ce qui en fait une des figures marquantes de l'histoire contemporaine du Sénégal. J'ai fait le collège Blanchot de Saint-Louis. C'était la première fois qu'on créait un collège à Blanchot. Et j'ai bénéficié également de l'enseignement de l'anglais. C'est peut-être la première promotion où l'anglais a été introduit dans les classes. Puis, j'ai été candidat reçu à l'école Terrasson de Fougères au Mali, à l'école Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, c'est une école d'électricité en France, et à l'école William Ponty de Sébikotane. Comme j'étais enfant unique, ma mère m'a dit que son fils unique ne s'éloignera pas d'elle. Donc j'ai fait l'école William Ponty de Sébikotane. Quand j'ai quitté, j'ai enseigné. J'ai enseigné en poursuivant mes études à l'université. De façon assez difficile parce qu'il est difficile de concilier la profession à l'UFISC et la poursuite des études à Dakar. Il y a un problème de transmission, etc. Je me suis efforcé, en tout cas, par tous les moyens, d'élever mon niveau à tel point que j'ai été envoyé à l'école normale supérieure de Saint-Cloud en France. C'est la deuxième promotion que le Sénégal, c'était la deuxième promotion que le Sénégal a envoyée à Saint-Cloud. Je suis sorti de cette école avec mon diplôme le même que le diplôme français pour les inspecteurs de l'enseignement. Comme major de promotion à titre étranger. Quand je suis rentré, j'ai commencé par être affecté à Matam, où j'ai créé l'inspection de l'enseignement de Matam. Puis j'ai été affecté à Ziguinchor à la demande de Émile Badiane et de l'ancien ministre des Finances. Daniel Kabou. Quand je suis venu à Ziguinchor, je vous raconte là une anecdote. Quand l'avion commençait à atterrir, j'ai regardé par le hublot pour voir la ville. Mon voisin m'a dit,
la ville est sous les arbres. Je lui ai dit, voilà que l'État m'envoie encore en pleine forêt. Donc je suis venu, j'ai remplacé l'inspecteur blanc, les inspecteurs français. À l'époque, les Français qui étaient nos colonisateurs, mais que nous venions de quitter parce que nous étions indépendants, avaient encore certains privilèges. Et le poste à Ziguinchor était un privilège comme le poste à Dakar. Et le blanc que j'ai remplacé n'était pas content. Il est parti sans passation de service, il n'a pas voulu me passer le service. J'avais 31 ans. J'ai eu un autre problème. J'ai compris par la suite que cette question était légitime. Le problème, c'était que j'avais 31 ans et que j'ai remplacé un blanc. J'avais 31 ans, j'étais très jeune par rapport aux directeurs d'école qui étaient là, aux enseignants qui étaient là. Ça leur posait des problèmes. J'étais sénégalais par rapport aux enseignants français qui étaient là. Et enseignants français et certains enseignants sénégalais casamancés ont écrit des lettres au ministère de l'Éducation nationale pour demander si j'étais compétent pour être inspecteur ici. Le ministère de l'Éducation m'a renvoyé toutes les lettres dans un pli. Et je me suis dit que c'était un problème important, il faut que je le clarifie. J'ai convoqué tous les enseignants de Ziguinchor, publics et privés, au cinéma Agora. C'est le cinéma Agora qui est en face de la préfecture. Mon secrétariat m'a demandé quel était l'ordre du jour, j'ai dit qu'il n'y en avait pas. Et j'ai demandé, quand tout le monde était là, j'ai demandé à mon secrétaire d'ouvrir l'enveloppe, de lire 3 ou 4 lettres sans donner le nom des auteurs. Je lui ai demandé également d'ouvrir une autre enveloppe que je lui ai remise où il y avait mon diplôme français. Et j'ai fait un commentaire très bref en disant aux enseignants français, je suis diplômé chez vous, vous respectez mes instructions. Ceux qui ne veulent pas les respecter, je les renvoie chez eux avec l'aide de l'État. J'ai renvoyé un couple hors de Ziguinchor. Et j'ai dit aux enseignants sénégalais, je ne peux pas vous renvoyer hors du Sénégal, mais je vais sanctionner ceux qui ne respecteront pas mes instructions. Et j'ai reçu vraiment une ruée de la population vers l'inspection pour dire Khalebi de femme Faïda. Voilà comment je suis arrivé à Ziguinchor. Je suis arrivé à Ziguinchor dans le doute parce que je ne connaissais pas l'endroit. J'ai fait 4 ans et je suis retourné à Dakar à la demande d'Amadou Makhtar Mbou qui voulait que je sois son directeur de cabinet. Mais je ne voulais pas partir. Parce que la Casamance m'a, pendant les 4 ans, témoigné une telle considération, un tel soutien, une telle amabilité, qu'au cours d'une conférence pédagogique, j'ai dit, si je meurs en Casamance, commentaire à Caravane. Voilà mon parcours comme inspecteur de l'enseignement, en partie.
J'ai fait, par la suite, à Dakar, j'ai été directeur de cabinet pendant 11 ans, pendant 10 ans, avec Amadou Matarbo, avec Lamine Diack, avec Babacar Diagne. Puis, mais entre-temps, je suis monté à la primature comme conseiller du Premier ministre Abdou Diouf quand on venait de créer la primature. Je fais partie de l'équipe de 6 membres qui sont montés à la primature avec Abdou Diouf pour mettre en place les structures de la primature. Puis je suis revenu à l'éducation nationale. 11 ans de cabinet dans les ministères, j'étais fatigué. Je n'avais plus le temps de m'occuper de mes enfants. J'ai demandé à revenir à l'éducation nationale. Et là, on m'a confié un grand dossier, le dossier des états généraux de l'éducation et de la formation. C'était la première fois qu'il y avait une réunion aussi importante du peuple sénégalais, des enseignants sénégalais, pour mettre en place une politique d'éducation qui soit décrochée du système du colonisateur. Un document qui par la suite a été considéré comme un exemple à travers l'Afrique francophone. J'ai été chargé de le mettre en œuvre. Cela m'a valu 2 ans et demi de travail avec je crois que si mes semaines sont exactes, j'avais une douzaine de commissions que j'avais mises en place, que je présidais. Et j'ai recevé tous les 3 mois, tous les 4 mois, des commissions de la Banque mondiale pour voir où est-ce que j'en étais. J'ai été plusieurs fois invité par la Banque mondiale à aller rencontrer, à aller dans certains pays pour leur parler des états généraux de l'éducation et de la formation que le Sénégal avait fait et pour leur parler du travail de préparation que j'ai fait, pour leur parler du système de financement que j'ai pu obtenir avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le fonds de l'OPEP, etc., etc. Parce que ça a coïncidé avec une période de l'ajustement structurel. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. La Banque mondiale a apporté quelque chose, la Banque africaine. Mais le reste, j'ai fait à peu près 6 mois à tourner autour des banques et je suis revenu avec l'autre moitié de l'argent dont on avait besoin pour mettre en œuvre le programme. Ça avait très bien démarré. C'est un grand programme. C'est un grand programme, mais pour simplifier. Pour simplifier, la priorité, c'était la massification de l'enseignement primaire et la qualité de l'enseignement primaire. La massification de l'enseignement primaire et la qualité de l'enseignement primaire. Je ne peux pas actuellement, après plus de 20 ans, vous donner des chiffres. Les conclusions étaient appliquées, bien appliquées. Parce que, étant directeur de la planification de l'éducation et de la formation, d'abord directeur du bureau du projet, à l'époque, c'était le directeur, j'étais en train d'appliquer les résolutions. Je m'appelais directeur du bureau du projet, éducation, qui est devenu maintenant IPC. Vous demandez IPC, je passe même ça maintenant, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais le bureau du projet, est-ce que vous connaissez l'INEA où ça se trouve actuellement? Il y a un autre bâtiment plus petit à côté. C'est ce bâtiment-là qui était le bureau du projet d'éducation et de formation.
J'ai créé ça parce qu'à l'époque, quand on avait un financement, chaque parti financier voulait avoir un machin à part. De sorte qu'on avait tel pays qui apportait tant, tel pays qui apportait tant, et chacun voulait donner des ordres. J'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Nous, on a un programme. Et c'est ce programme qu'on va appliquer. Ceux qui veulent nous financer, qu'ils financent ce programme. Il n'est pas question de financer en disant l'île à Bougougne-Defco, l'île à Bougougne-Defco. Vous financez le programme dans le cadre de notre... Vous financez, vous apportez votre argent dans le cadre de notre programme. Et les financements, à l'époque, étaient dispersés dans les départements ministériels. Il y avait même des financements qui étaient faits pour l'éducation nationale et qui étaient gérés par le ministère des Travaux publics. Vous voyez ça? Et j'ai réagi en disant, mais il n'est pas question, quand l'éducation nationale, ce n'est pas de mettre des briques sur des briques. Ça m'a valu beaucoup d'animosité. Donc j'ai pu réunir dans le même service, sous la même direction que j'étais le directeur, tous les financements extérieurs relatifs à l'éducation. Et on a construit des classes. On a créé l'INEAD. L'INEAD, c'est le bâtiment là, c'est moi qui l'ai fait construire avec les jeunes. L'INEAD a été construite sur financement de la Banque africaine de développement. Le bureau du projet construit sur le financement de la Banque mondiale. Et j'ai créé un livre et j'ai dit désormais, il n'est plus question que le Sénégal commande des livres en France pour ses écoles. Nous avons des inspecteurs de l'enseignement bien formés, nous avons des enseignants, nous allons faire nos livres. J'ai créé Sidi et Rama, c'est moi qui ai créé Sidi et Rama. À l'époque, les livres coûtaient 2500, 3000. J'ai dit Sidi et Rama va valoir seulement 500 francs. On m'a dit comment il faut faire ça. L'éducation nationale n'a qu'à avoir sa propre imprimerie. Et certains enseignants qui sont assez depuis longtemps, on les prend, on en fait des imprimeurs. On ne paiera pas les enseignants, on aura notre imprimerie et les livres, le papier qui va venir de l'extérieur, parce que nous n'avons pas de papier, va être exonéré de taxes. Les états généraux devaient être faits tous les 4 ans. On n'a jamais fait la deuxième réunion des états généraux depuis lors. Tous les 4 ans, c'était prévu de revenir sur les états généraux, de faire l'évaluation de ce qui a été fait et les corrections, etc. Mais on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Maintenant, tout ce qui se passe actuellement, bon, je peux en parler encore, mais bon, ça va être un peu long. Alors que vous venez demander ce qui a été fait. Le système est allé à Ouagadougou. Bon. Et je ne pense, je dis, parce que quand on parle en général, on vous attaque. À mon âge, je ne veux pas être attaqué, je n'ai pas la force de lutter maintenant. Et dit ce qui se passe actuellement, tout le monde est responsable. Les enseignants sont responsables, les élèves sont responsables, les étudiants sont responsables, les parents sont responsables, l'État est responsable.